Ma mère s'est moquée de moi. Ta sœur vient d'acheter une maison magnifique. C'était au dîner de Noël. Ma sœur a ricané. Et toi? Quand est-ce que tu comptes te caser? J'ai souri. C'est déjà fait. Je n'ai simplement invité personne qui doute de moi. Son visage a viré au rouge écarlate, alors que tous les regards se braquaient sur elle. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous m'écoutez et quelle heure il est chez vous. J'aimerais savoir qui fait partie de notre communauté. Je m'appelle Chloé et j'ai 27 ans. Au moment où la dinde a été servie, je savais exactement comment cette soirée allait se terminer. L'appartement familial dans le 16e arrondissement de Paris était surchauffé, empestant l'ail rôti et le parfum hors de prix qui ne masquait pas tout à fait l'odeur de laine humide des manteaux. Ma mère, Béatrice, trônait en bout de table, irradiant ce genre d'énergie frénétique qu'elle réservait aux fêtes. Ma sœur, Lola, faisait défiler son fil d'actualité sous la table, vérifiant probablement le taux d'engagement de son dernier poste. L'air dans la pièce était épais, lourd d'attentes non dites. J'étais là, effleurant le bord de mon verre de vin, me sentant comme une observatrice de ma propre vie. Il ne savait plus qui j'étais. Il pensait que j'étais toujours juste Chloé, la silencieuse, celle qui bricolait avec les ordinateurs et conduisait un vieux 4x4. Il n'avait aucune idée des clés qui pesaient dans ma poche ou du contrat que j'avais signé 3 mois plus tôt. Mais je vais trop vite. Pour comprendre pourquoi ce silence à table était si lourd, vous devez comprendre le bruit avec lequel j'ai grandi. Vous devez comprendre l'algorithme de la négligence qui a régi toute mon enfance. En grandissant, les rôles dans notre famille ont été attribués avant même que je sache lire. Lola était le soleil, brûlant et exigeant, attirant toute la gravité. J'étais le satellite, conçu uniquement pour orbiter silencieusement dans l'obscurité. Mon père, Charles, aimait dire à ses amis du club de golf qu'il avait 2 filles très différentes. Lola est l'esprit créatif, disait-il en montrant fièrement son feed d'Instagram. Et Chloé? Eh bien, Chloé se débrouille avec l'informatique. C'est ainsi qu'il décrivait ma carrière de lead data scientist, spécialisée en intelligence artificielle pour l'une des plus grandes firmes technologiques d'Europe. Pour eux, j'étais fondamentalement le support technique. Quand j'ai acheté mon premier véhicule, un 4x4 robuste payé comptant, avec une seule prime de fin d'année, ma mère m'a demandé si j'étais sûre de pouvoir payer l'essence. Pendant ce temps, Lola conduisait un SUV de luxe qui coûtait 3 fois plus cher, en leasing au nom de mon père, parce que sa cote de crédit était un champ de ruines. Je ne les ai jamais corrigés. Je ne leur ai jamais dit que mon salaire de base était plus élevé que leurs 2 retraites réunies. Je n'ai jamais mentionné les stock options ou les honoraires de consulting. Chez nous, l'argent était une langue que seule Lola avait le droit de parler, généralement pour en demander. Lola n'était pas juste une sœur. C'était une marque lifestyle. Elle se disait influenceuse, ce qui signifiait surtout qu'elle passait ses journées à mettre en scène une vie qu'elle ne pouvait pas s'offrir. Son appartement était un défilé incessant de colis vêtements de créateurs, soins de luxe, meubles design, tous financés par des investissements de mes parents. Ils appelaient ça soutenir ses rêves. Moi, j'appelais ça un plan de sauvetage permanent. Pendant des années, j'ai regardé cette dynamique se jouer comme une boucle de code défaillante. Lola dépensait trop, paniquait et s'effondrait. Mes parents débarquaient avec leurs chéquiers et leurs excuses, blâmant l'économie, le marché ou simplement la malchance. Et moi, je restais là, le générateur de secours fiable, ronronnant doucement en arrière-plan, gardant les lumières allumées pendant qu'ils mettaient le feu à la maison. Vous vous demandez peut-être pourquoi je suis restée. Pourquoi je les ai laissés me traiter comme une figurante dans ma propre vie pendant 27 ans. Ça s'appelle le piège de la banalisation de la cruauté. Quand vous grandissez dans un environnement où l'amour est transactionnel, vous ne reconnaissez pas la toxicité parce que c'est le seul air que vous ayez jamais respiré. Je ne voyais pas leur négligence comme de la maltraitance. Je voyais ça comme le prix à payer. Je pensais que si j'étais assez calme, assez serviable, assez effacée, je finirais par gagner ma place à table. Je me suis conditionnée à croire qu'être la fille facile à vivre était un badge d'honneur. Je me suis convaincue que ma valeur résidait dans mon utilité. J'étais le personnel de soutien du Lola Show. Si elle avait besoin d'argent pour un shooting, je lui en donnais. Si elle avait besoin de quelqu'un pour éditer ses légendes ou réparer son site web, je le faisais. J'ai normalisé mon propre effacement parce que j'étais terrifiée à l'idée que si je cessais d'être utile, je cesserais d'exister pour eux. C'est une illusion puissante de penser qu'on peut gagner l'amour par le service.
Mais le service n'est pas de l'amour. C'est du travail. Et je faisais des heures supplémentaires pour une entreprise qui ne savait même pas que j'étais sur la liste de paye. Le point de rupture ne s'est pas produit d'un coup. Ce fut une érosion lente. C'était regarder ma mère se porter garante pour le 3e appartement de rêve de Lola, tout en me disant qu'il ne pouvait pas m'aider pour mes frais de master parce que les temps étaient durs. C'était regarder mon père se vanter des 50 000 abonnés de Lola, tout en me demandant de réparer son imprimante pendant mon dîner d'anniversaire. J'ai réalisé alors que pour eux, je n'étais pas une personne. J'étais un appareil électroménager. On ne remercie pas un réfrigérateur de garder la nourriture au froid. On ne le remarque que lorsqu'il tombe en panne. Et j'étais sur le point de tomber en panne. 3 mois avant ce dîner de Noël suffocant, l'infidélité financière a commencé pour de bon. Tout a débuté par un coup de fil de ma mère un mardi après-midi. J'étais en plein débogage d'un réseau de neurones. Mais quand j'ai vu son nom, j'ai décroché. Les vieilles habitudes ont la vie dure. « Chloé, on a un souci », dit-elle, la voix tendue par ce type spécifique de crise manufacturée dans laquelle elle excellait. « Lola a trouvé une maison. C'est super. » ai-je dit, un œil sur mon 2e écran. Tant mieux pour elle. C'est parfait, a continué ma mère, ignorant mon ton. 4 chambres, charme de l'ancien, en plein centre. Mais le marché est tendu. Elle doit signer vendredi. Et alors? J'attendais la demande. Elle arrivait toujours. Elle est un peu juste pour les frais de notaire et l'apport. Juste 25 000 €. Ton père et moi avons déjà versé la compte. Mais nos liquidités sont bloquées en ce moment. On a besoin que tu aides ta sœur. Aider. C'était le mot qu'ils utilisaient toujours. Pas donner, pas renflouer, mais aider. Cela impliquait un état temporaire, un effort mutuel. Mais je connaissais la réalité. Lola n'avait pas besoin d'aide. Elle avait besoin d'une confrontation avec le réel. « Maman, 25 000 €, ce n'est pas de l'aide, » ai-je dit, gardant ma voix neutre. C'est le prix d'une voiture neuve. Est-ce qu'elle est au moins éligible pour le prêt? Bien sûr que oui, aboya Béatrice. Elle a une carrière. Elle construit une marque. Tu n'as aucune idée de combien ça coûte de maintenir une image dans son industrie. Et puis, tu as tout cet argent de la tech qui dort. Tu économises pourquoi? Une catastrophe? C'est la tempête sur ta sœur en ce moment même. Et voilà. Le gaslighting. L'implication que ma stabilité financière était une forme d'égoïsme. Une thésaurisation de ressources qui appartenait de droit au collectif familial. Il regardait mon compte en banque et y voyait une caisse commune. J'ai senti ce poids familier s'installer sur ma poitrine, la chaîne invisible du survivant. C'est un phénomène psychologique courant dans les familles dysfonctionnelles. Quand un enfant échappe au cycle du chaos, il ne se sent pas libre, il se sent coupable. On appelle ça la culpabilité du survivant. Mais dans des familles comme la mienne, c'est transformé en arme. J'étais assise là, serrant le téléphone, ressentant l'envie physique de dire oui, juste pour faire cesser la pression. C'est comme être dans une cellule de prison dont la porte est grande ouverte, mais vous avez été conditionné à croire qu'il y a des barreaux invisibles. J'avais l'argent, je pouvais faire le virement et clore la conversation en 30 secondes. Ça m'achèterait quelques mois de paix. Ça empêcherait ma mère de pousser ce soupir déçu. Mais ensuite, j'ai regardé le tableau Excel, ouvert sur mon écran. Mon fonds d'évasion. Chaque euro là-dedans représentait 1 heure de ma vie, que j'avais échangée contre ma liberté. Chaque dépôt était une brique dans un mur que je construisais entre eux et moi. « Je ne peux pas le faire, maman », ai-je dit. Les mots avaient un goût de cendre. « Tu ne peux pas ou tu ne veux pas ?» Sa voix est devenue glaciale. « Je ne veux pas », ai-je clarifié. « Je ne financerai pas une maison qu'elle ne peut pas se payer. » Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. « J'espère que tu profites bien de ton argent, Chloé », a-t-elle finalement dit. « Ça doit être agréable d'être si confortable pendant que ta famille lutte. » Elle a raccroché. Je suis restée assise dans mon bureau, entourée par le ronronnement des serveurs, me sentant comme la pire personne au monde. Mais sous la culpabilité, il y avait une petite étincelle de colère. Il ne voulait pas une sœur. Il voulait un sponsor. Je n'ai pas jeté le téléphone. Je n'ai pas crié. J'ai juste posé l'appareil sur mon bureau avec le genre de calme qui précède généralement une catastrophe naturelle. Cet appel a été le déclic. Vous connaissez ce bruit, quand une branche supporte trop de poids trop longtemps. Et puis, soudainement, elle cède. Ce n'est pas bruyant. C'est juste définitif. J'ai ouvert mon ordinateur portable, mais pas pour travailler. J'ai sorti une annonce que je regardais depuis 6 mois.
Une propriété à Chamonix, dans les Alpes. C'était à 6 heures de route, enfoui dans les montagnes, entouré de rien d'autre que de sapins et de neige. C'était l'antithèse de ma famille. Ils aimaient le bruit, la foule, et être vus. Cet endroit était conçu pour disparaître. J'ai pris mes clés, et je suis allée vers mon 4x4. Je n'ai pas fait de sac. J'ai juste roulé. Le trajet vers le sud-est fut un sas de décompression. À chaque kilomètre qui mettait de la distance entre moi et Paris, l'air semblait plus léger, plus propre. La fréquence frénétique de la voix de ma mère s'est estompée, remplacée par le bruit des pneus sur l'asphalte. J'ai rencontré l'agent immobilier, une femme perspicace nommée Valérie, au bas de l'allée. Elle a regardé mon véhicule boueux et ma veste usée avec un scepticisme poli et professionnel. Je ne lui en voulais pas. À l'œil nu, je ressemblais à quelqu'un qui aurait du mal à payer le loyer d'un studio. Ma famille avait passé ma vie entière à me dire que je manquais de raffinement, que j'étais un personnage d'arrière-plan. Mais c'est ça le truc, quand on est l'outsider de sa propre vie, on apprend à bouger en silence. Pendant que Lola était occupée à poster des photos de son brunch, je construisais des algorithmes qui optimisaient les chaînes d'approvisionnement pour des entreprises du Fortune 500. Pendant que mon père se moquait de mes clics sur un clavier, j'exerçais mes stock options dans une entreprise qui venait d'entrer en bourse. Nous sommes entrés dans le chalet. C'était magnifique. Des baies vitrées du sol au plafond donnant sur une vallée blanche. Des poutres en bois brut. Une cheminée en pierre qui semblait pouvoir survivre à l'apocalypse. C'était solide. C'était réel. Ça n'avait pas besoin de filtre pour être beau. Le prix demandé est de 620 000 €, a dit Valérie, guettant un tressaillement sur mon visage. C'est un marché compétitif ici. 620 000 €. Je me tenais près de la fenêtre, regardant la ligne des arbres. Ma mère venait d'essayer de m'extorquer 25 000 € pour réparer l'erreur de Lola. Elle m'avait traité d'égoïste parce que j'avais des économies. Elle avait traité ma stabilité financière comme une insulte personnelle aux difficultés de Lola. Il pensait que je thésaurisais des centimes. Il ne savait pas que j'étais assise sur un empire. J'ai pensé aux nuits blanches, aux années de fêtes manquées parce que j'étudiais, aux week-ends passés à déboguer du code jusqu'à ce que mes yeux se brouillent, à la pure détermination qu'il a fallu pour construire une carrière dans un domaine qui ne distribue pas de trophées de participation. J'avais gagné chaque centime sur mes comptes. Personne ne m'avait donné d'apport. Personne ne s'était porté garant. J'ai construit ça à partir de rien. Je me suis tournée vers Valérie. Je le prends. Elle a cligné des yeux, son masque professionnel glissant un instant. D'accord. Merveilleux. Nous pouvons commencer les papiers pour le financement. Pas de financement, ai-je dit. Ma voix ne tremblait pas. Content. Je peux virer la totalité demain matin. Le silence dans la pièce était plus lourd que la neige dehors. C'était le bruit de l'estimation qui changeait. C'était le bruit du pouvoir qui basculait. Je n'achetais pas une maison de vacances. J'achetais une forteresse. J'achetais une frontière qu'il ne pourrait pas franchir. Alors que je redescendais la montagne, mon téléphone a vibré. Un autre SMS de Lola. « Tu vas sérieusement me laisser tomber ? J'ai besoin d'une réponse. » Je n'ai pas répondu. J'ai juste souri. Je venais de dépenser plus d'1 demi-million d'euros pour acheter ma propre liberté. Et il n'en avait pas la moindre idée. Pour la première fois en 27 ans, je n'étais pas la fille invisible. J'étais celle qui tenait les clés. Je suis retournée à Paris 2 semaines plus tard. Pas pour des retrouvailles, mais pour la logistique. J'avais du courrier à récupérer, des comptes à transférer, et une vie à emballer avant de déménager définitivement dans les Alpes. L'appartement était vide quand je suis entrée. Mes parents étaient sortis, probablement en train d'aider Lola à choisir des rideaux qu'elle ne pouvait pas s'offrir. Le couloir sentait la cire au citron et les vieux secrets. Je me suis dirigée vers le comptoir de la cuisine, où le courrier était toujours empilé en vrac. Ma mère avait l'habitude d'enterrer les choses qu'elle ne voulait pas gérer sous des catalogues et des prospectus. J'ai commencé à trier, jetant les publicités, organisant les factures. C'est là que je l'ai vue. Une enveloppe fine d'une banque où je n'avais plus de compte. Elle m'était adressée, mais elle avait été ouverte, puis refermée avec du scotch transparent. Une tentative maladroite et désespérée de cacher la violation. Je l'ai déchirée. C'était un relevé pour une assurance vie. Ma grand-mère me l'avait laissé à son décès. Un petit pécule destiné à mûrir jusqu'à mes 30 ans. Je ne l'avais pas regardé depuis des années. Je me souvenais à peine de son existence. J'ai fixé la ligne du solde. 0 €. Mon souffle s'est coupé. J'ai scanné l'historique des transactions.
Un retrait avait été effectué 14 jours auparavant. La date exacte où Lola avait signé pour sa maison. Le montant retiré était de 24 800 €. Le calcul était trop précis pour être une coïncidence. Ma mère m'avait demandé 25 000. J'avais dit non. Alors elle avait trouvé un autre moyen de les obtenir. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. La data scientiste en moi a pris le dessus. L'émotion n'est que du bruit. Les faits sont le signal. J'avais besoin de vérification. J'ai sorti mon téléphone et appelé ma cousine Sophie. Sophie était la seule autre anomalie dans notre arbre généalogique. Alors que le reste de la famille chassait l'esthétique, Sophie chassait les audits. Elle était expert comptable judiciaire et passait ses journées à traquer les criminels en col blanc. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. « Chloé ? Tout va bien ? J'ai besoin que tu regardes quelque chose, » ai-je dit, ma voix plate. « Je t'envoie une photo d'un relevé bancaire. J'ai besoin de savoir où est parti cet argent. Donne-moi 5 minutes. » Je suis restée dans le silence de la cuisine de mes parents, écoutant le bourdonnement du frigo. J'ai senti un nœud froid et dur se former dans mon estomac. Ce n'était plus juste une dynamique familiale toxique. Ce n'était plus juste du favoritisme. C'était un crime. Sophie a rappelé en 4 minutes. Sa voix était différente maintenant, professionnelle, tranchante, dangereuse. « Chloé, tu es assise ? Dis-moi juste. » J'ai tracé l'opération via la vérification interbancaire. L'assurance vie a été clôturée par chèque de banque. Il a été endossé par toi. Je n'ai rien signé, ai-je dit. Je sais, a répondu Sophie. Parce que je regarde une copie numérique du chèque encaissé en ce moment même. Je l'ai envoyé sur ton mail sécurisé. Chloé. La signature. Ce n'est même pas une bonne contrefaçon. On dirait l'écriture de tante Béatrice qui essaie d'être toi. J'ai ouvert le mail. C'était là. Mon nom, griffonné, avec l'écriture bouclée et prétentieuse de ma mère. Et dans la ligne de mes mots, en lettres minuscules et serrées, apport Lola. La rage qui m'a frappée n'était pas brûlante. C'était le zéro. Absolu. Ils ne m'avaient pas juste demandé de l'argent. Quand j'ai refusé d'être leur distributeur automatique, ils ont décidé qu'ils avaient le droit de piller le coffre-fort. Ils avaient volé l'héritage de ma grand-mère de l'argent qu'elle m'avait spécifiquement laissé parce qu'elle savait qu'ils ne me soutiendraient jamais, et ils l'avaient utilisé pour acheter à Lola une maison qu'elle n'avait pas méritée. « C'est du vol, Chloé », a dit Sophie, sa voix coupant travers les parasites dans ma tête. « C'est de l'usurpation d'identité, de la fraude bancaire et du faux et usage de faux. Ce n'est pas une dispute de famille, c'est de la prison ferme. Je sais. »« Qu'est-ce que tu veux faire ?» a demandé Sophie. « Je peux signaler la fraude maintenant. La banque gèlera les fonds. Ça pourrait faire exploser le prêt immobilier de Lola. » J'ai regardé la fausse signature sur mon écran. J'ai pensé à la demande de prêt. J'ai pensé aux années où l'on m'avait dit que j'étais égoïste, alors qu'il me volait littéralement. « Ne signale rien pour l'instant, » ai-je dit. « Imprime tout. Les logs de transaction, la comparaison de signatures, l'horodatage. Mets tout dans un dossier certifié. Tu vas les confronter ? » « Non, » ai-je dit en éteignant les lumières de la cuisine. « Je vais finir ça. » Je n'étais plus la fille invisible. J'étais la partie plaignante. Le silence qui a suivi ma déclaration au dîner de Noël n'était pas paisible. C'était le silence lourd et pressurisé de la coque d'un sous-marin, juste avant qu'elle ne craque. Lola fut la première à le briser. Elle a lâché un rire qui ressemblait plus à un aboiement. « Tu as acheté une maison ? S'il te plaît. Tu conduis une épave de 2015. Tu vis dans une boîte à chaussures. Il est où exactement ce manoir imaginaire ? À Chamonix, ai-je dit, en reprenant mon verre de vin. Et ce n'est pas imaginaire. L'acte de vente a été enregistré il y a 2 mois. Chamonix ? Mon père Charles fronça les sourcils, sa fourchette en suspens. C'est hors de prix, Chloé. Extrêmement cher. Comment pourrais-tu te permettre une propriété à Chamonix ? En travaillant, ai-je répondu, et en ne dépensant pas 40 000 € par an en apparence. Ma mère, Béatrice, a claqué sa main sur la table. L'argenterie a tremblé. Ça suffit. Tu mens pour blesser ta sœur. Tu es jalouse parce qu'elle construit vraiment une vie, et toi tu te contentes d'exister. Si tu avais ce genre d'argent, tu nous aurais aidés quand on te l'a demandé. Tu aurais prêté à Lola les frais de notaire. Je ne lui ai pas prêté l'argent parce que je ne le voulais pas, ai-je dit. Mais tu as trouvé un moyen de l'avoir quand même, n'est-ce pas, maman ? La couleur a quitté le visage de Béatrice,
si vite qu'on aurait dit un effet spécial. Elle a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Lola a regardé tour à tour chacune de nous, les sourcils froncés. « De quoi tu parles ?» J'ai plongé la main dans mon sac. Je n'ai pas sorti un téléphone pour montrer des photos. J'ai sorti une épaisse enveloppe Kraft. Sophie l'avait préparée pour moi. Elle contenait des copies certifiées des registres bancaires, du chèque encaissé et une analyse graphologique comparative de la signature. Je l'ai fait glisser sur la nappe. Elle a renversé la salière. « Ouvre-la !» Lola a regardé l'enveloppe comme si c'était une bombe. Puis, lentement, elle a tendu la main et défait le fermoir. Elle a sorti la pile de papier. La première page était la photocopie du chèque de banque utilisé pour son apport. « Je ne comprends pas », a dit Lola en lisant l'entête. « Assurance vie. Rachat total. 24 000. » Elle a levé les yeux vers notre mère. « Maman, tu as dit que cet argent venait de la prime de papa. C'est le cas ?» La voix de Béatrice était aiguë, perçante. C'était de l'argent de famille. Peu importe de quel compte ça venait, ça importe au gouvernement français. Ai-je dit. Ma voix était calme, presque ennuyée. Parce que cette assurance vie était à mon nom. Et cette signature au dos, ce n'est pas la mienne. Charles a arraché le papier des mains de Lola. Il l'a fixé, son visage virant au violet marbré. « Béatrice, tu as signé ça ? C'était une urgence. » Béatrice s'est levée, sa chaise crissant contre le sol. Lola allait perdre la maison. Chloé n'utilisait pas cet argent. Elle le laissait juste dormir là par pure méchanceté. J'ai fait ce qu'une mère doit faire. J'ai protégé mon enfant. Tu as volé ton enfant ? Ai-je corrigé. C'est un prêt. A-t-elle hurlé. On allait le rembourser, sans me le dire ? Ai-je demandé. Ce n'est pas un prêt, maman. C'est de la fraude. C'est de l'usurpation d'identité. C'est du faux. Lola avait l'air malade. Elle a laissé tomber les papiers dans son assiette de dinde à moitié mangée. « Maman, tu as payé ma maison avec de l'argent volé ? N'utilise pas ce mot, » lui a lancé Béatrice. Puis elle a tourné son regard furieux vers moi. « Espèce de petite ingrate, tu viens chez moi, à Noël, et tu essaies de détruire cette famille pour de l'argent ? Très bien. Tu veux le récupérer ? On mettra en place un échéancier. » Mais n'ose pas rester assise là à jouer les victimes. Je me suis levée. Je ne me sentais pas comme une victime. Je me sentais comme un juge. « Il n'y aura pas d'échéancier, » ai-je dit. « Alors qu'est-ce que tu veux ?» a exigé Charles, retrouvant sa voix. « Des excuses ? D'accord. On est désolé. Maintenant rassieds-toi et arrête de faire une scène. Je ne veux pas d'excuses, ai-je dit. Je veux la justice. » J'ai plongé la main dans l'enveloppe une dernière fois et j'en ai sorti une petite carte bleue. Je l'ai posée doucement sur le chèque falsifié. C'est la carte de visite du capitaine Dubois du commissariat du 16e. Ai-je dit. J'ai déposé plainte ce matin à 9h. Je leur ai tout donné. Les relevés bancaires, le faux, les dates. Ils ouvrent une enquête sur l'apport de ta maison, Lola, ce qui signifie que la banque va geler l'actif. Tu ne vas pas juste perdre la maison. Tu vas être expulsé. La pièce a atteint le zéro absolu. L'air s'est volatilisé. Tu as appelé la police ? A chuchoté Béatrice. Sur ta propre mère ? Tu as volé ta propre fille, ai-je répondu. J'imagine qu'on est toutes les deux pleines de surprises. J'ai pris mon manteau. Je n'ai pas regardé la table en arrière. Je n'ai pas regardé le visage en pleurs de Lola, ni l'expression stupéfaite de mon père. J'ai marché vers la porte d'entrée, je l'ai ouverte, et je suis sortie dans le froid mordant de Paris. La neige tombait doucement, recouvrant le trottoir sale d'une couche de blanc immaculé. J'ai pris une grande inspiration. C'était la première fois en 27 ans que je respirais un air qui n'avait pas le goût de la culpabilité. J'ai marché jusqu'à mon 4x4, tourné la clé et pris la route vers le sud. Les retombées furent rapides, brutales et absolues. Lola a perdu l'appartement. Une fois la banque notifiée que l'apport était frauduleux, le prêt a été signalé. Elle n'avait pas les fonds pour couvrir la différence. Et sans l'aide de ma mère, tout l'accord s'est effondré. Elle a réintégré son appartement en location, postant des stories vagues en noir et blanc sur la trahison et les gens toxiques, mais ses chiffres d'engagement ont chuté. C'est difficile de vendre un style de vie quand vos fondations sont bâties sur le vol. Ma mère, Béatrice, a évité la prison, mais pas les conséquences. Elle a plaidé coupable à une accusation moindre de fraude pour éviter un procès public. Elle a écopé de 3 ans de sursis, d'une amende significative
et d'un casier judiciaire qui a mis fin définitivement à son implication dans les galas de charité qu'elle aimait tant. Sa réputation dans la haute société parisienne, la seule chose qu'elle chérissait vraiment, a été réduite en miettes. Mon père, Charles, m'a contacté une fois. Il a envoyé un long mail parlant de devoir familial et de pardon. Je n'ai pas répondu. Je l'ai simplement transféré au détective chargé de l'ordonnance de protection que j'avais déposée le jour de mon départ. Quant à moi, je vous écris depuis mon salon à Chamonix. Le feu crépite dans l'âtre en pierre, projetant de longues ombres chaudes contre les poutres en bois. Dehors, la neige tombe, épaisse et silencieuse, enveloppant les montagnes de blanc. C'est calme ici. Pour la première fois de ma vie, le silence n'est pas synonyme de solitude. Il est synonyme de paix. Il y a quelque chose que je dois vous dire à vous, ceux qui se sentent en marge de leur propre famille, ceux qui se sentent comme des personnages secondaires, les brebis galeuses, les invisibles. Je sais à quel point ça fait mal. Je connais la douleur spécifique de s'asseoir à une table remplie de gens qui partagent votre sang, mais ne connaissent pas votre cœur. Je connais l'épuisement d'essayer de se tordre pour entrer dans un moule qu'ils finiront par aimer. Mais je veux que vous sachiez quelque chose. Votre invisibilité n'est pas une faiblesse. C'est un super pouvoir. Pendant qu'ils sont occupés à se donner en spectacle, vous observez. Pendant qu'ils sont bruyants, vous apprenez. Vous construisez une résilience, une indépendance et une force qu'ils ne comprendront jamais parce qu'ils n'ont jamais eu à survivre sans applaudissements. Vous n'êtes pas obligé de rester à une table où l'on vous affame. Vous n'êtes pas obligé de financer les gens qui vous drainent. Vous avez le droit de prendre votre travail, votre amour et votre argent et de construire votre propre forteresse. Si vous avez l'impression de ne pas être à votre place, c'est parce que vous avez été conçu pour quelque chose de mieux. Vous avez été conçu pour être l'architecte de votre propre vie. Si vous avez déjà dû construire votre propre château en silence juste pour vous sentir en sécurité, partagez cette histoire. Vous n'êtes pas seul.